La digitalisation au quotidien dans les métiers de la communication, elle existe, elle est réelle et elle s'accélère de jour en jour. L'IA nous permet de répondre chaque jour plus précisément aux attentes des gens. L'IA générative est capable de produire texte, images et sons en quelques instants. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Comment croire ce que l'on nous raconte ? À l'heure où les productions des IA génératives se font de plus en plus réalistes et se multiplient sur les plateformes, la question de l'authenticité des messages véhiculés en ligne se pose constamment. C'est le cas pour l'information générale et l'actualité, mais aussi pour les organisations qui doivent communiquer vis-à-vis de leurs nombreuses parties prenantes et défendre leur réputation et leur image de marque sur le marché. C'est ce que nous avons eu envie de creuser à l'occasion de la dernière soirée débat de 2025 et que nous résumons ici, au travers de ce 10e épisode d'Écho numérique. Moi, c'est Roxane, la petite voix du Digital Lab. Le Digital Lab, c'est un lieu d'échange et de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème numérique wallon ancré au sein de HEC Liège, l'école d'économie et de gestion de l'Université de Liège. Après chacune de nos soirées débats, je me glisserai dans vos écouteurs pour vous faire revivre les meilleurs moments de ces rencontres et en bonus, vous donner des outils et des pistes de réflexion face à la digitalisation, que ce soit dans votre entreprise, dans votre équipe ou tout simplement dans votre vie privée. Comme toujours, nous avons cherché à bien nous entourer pour décrypter les enjeux autour du triptyque intelligence artificielle, communication, information. Autour de la table, nous avions tout d'abord Xavier Kounas, journaliste et rédacteur en chef du journal Le Soir. Ensuite, Pierre Soleil, directeur de la communication au sein du groupe NRB. Et enfin, Caroline Prévinard, consultante en marketing de contenu pour la RTBF et maître de conférences à l'école de journalisme de l'Université de Liège. Pour commencer, nous avons voulu comprendre ce qui avait réellement changé ces dernières années en matière d'information et de communication. La digitalisation s'impose immédiatement à l'esprit, bien sûr, mais elle n'explique pas tout. Selon Pierre, Head of Communication chez NRB, d'autres facteurs sont aussi à l'œuvre. Aujourd'hui, plus qu'hier, les entreprises doivent s'adapter. S'adapter sur leur manière de vente, la manière de parler aux collaborateurs, on parle souvent de guerre de talent, on parle d'employer branding, la manière de s'adresser aussi à nos collaborateurs sur les nouveaux process. Ce qui veut dire que quand une entreprise s'adapte, on doit communiquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui aussi, c'est l'accès à l'information. L'accessibilité de l'information, elle paraît normale. C'est le cas aussi pour des collaborateurs d'une entreprise. Avant un événement en fin d'année pour montrer le statut de l'entreprise, la stratégie était suffisant. Maintenant, on doit parler de la stratégie, parler de la situation financière, expliquer où l'entreprise va, finalement donner du sens. Et puis, on a aussi un troisième point qui est l'IA. Et aujourd'hui, on a des collaborateurs qui commencent aussi à communiquer directement. C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas forcément les ressources pour communiquer, donc ils faisaient appel à mon département, à mes collègues. Maintenant, ils ont ChatGPT. Et donc, avant, on avait une réunion pour pouvoir définir les points sur lesquels on devait communiquer. Maintenant, on arrive à avoir du contenu tout fait qui a été rédigé par ChatGPT. Donc, ces trois points-là font qu'aujourd'hui, on a un gros volume de communication, des grosses attentes. Et donc, aujourd'hui, à mon sens, le travail de communicant, c'est un travail d'arbitrage. Arbitrer entre des contenus toujours plus nombreux, plus fragmentés, plus décentralisés, voilà le défi auquel les entreprises sont aujourd'hui confrontées. Mais ce phénomène dépasse largement le seul monde de l'entreprise. Caroline le confirme, la communication s'est profondément démocratisée, portée par la multiplication des outils digitaux et par l'essor de l'intelligence artificielle générative. En faisant référence à un cours qu'elle donne à l'Université de Liège, elle nous alerte sur 2 enjeux essentiels. Préserver l'objectivité du message et surtout choisir le bon médium pour le faire entendre. La première chose que j'enseignais, la chose la plus dure, c'était raconter une histoire et c'était engagez-vous avec votre contenu. Et c'est excessivement compliqué puisqu'on continue à apprendre la neutralité qui pour moi n'existe pas et donc moi j'arrive avec l'objectivité parce que la neutralité laisse place à tous les biais inconscients alors que l'objectivité c'est de dire voilà qui je suis dans la société, voilà ce que cette information me produit et donc je laisse la place à l'autre d'exister par rapport à cette information. Mais c'est aussi apprendre que, encore plus à l'heure actuelle qu'avant, on a n'importe qui veut communiquer. D'abord, tout le monde peut communiquer, avant c'était beaucoup que les journalistes, mais maintenant tout le monde communique. On a une batterie d'outils à sa disposition. On a le carrousel sur Instagram, comme on a la carte blanche dans un journal, comme on a l'enquête de fond, comme on a le podcast. Et tout n'est pas sujet à podcast, tout n'est pas sujet à carrousel, tout n'est pas sujet à communication. Tout le monde communique, mais tout ne se communique pas. Pour Pierre, c'est là que commence le travail d'arbitrage du communicant auquel il faisait référence plus tôt, en tant que garant de la cohérence globale.
On peut avoir le marketing qui va communiquer vers les clients, on a les ressources humaines qui vont parler vers les éventuels candidats. Sauf que dans une entreprise comme la nôtre, et même dans toute entreprise, la force, c'est la cohérence. Et donc, nous sommes garants de la cohérence. Et donc, même si des communications individuelles peuvent être bien, elles doivent quand même être intégrées à la stratégie globale de l'entreprise, à notre vision et à cette cohérence avec les autres départements. Les outils sont là pour créer du contenu, les plateformes et les canaux permettent de le diffuser, et un arbitre veille à la cohérence de l'ensemble. Mais reste une question essentielle. Qui va porter ce message ? C'est là que Caroline insiste sur l'importance de l'incarnation. Il y a une chose qu'on fait beaucoup en podcast et qui est une opportunité, c'est pour ça que le journalisme s'engouffre aussi dans le podcast, c'est ce qu'on appelle le jeu. Le jeu, c'est en fait pour une marque ou pour un média, un incarnant. C'est très facile de taper sur une marque ou de taper sur un média, comme voulant nous imposer ses idées, voulant nous imposer ses informations, ses billets, etc. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de taper sur un journaliste quand je sais comment il s'appelle, quand j'ai suivi son enquête avec lui, quand j'ai vu les problèmes qu'il a rencontrés, et quand il me présente son information comme il l'a trouvée, et puis qu'il m'explique ce que ça lui a fait ressentir. Là, ça devient beaucoup plus compliqué de taper dessus, de dire qu'il essaye de me manipuler, etc., etc. L'incarnation de l'information apparaît ici comme un levier pour contenir les réactions excessives susceptibles de fragiliser l'institution qui s'exprime. En l'occurrence, ici, dans l'exemple pris par Caroline, un média. Et ça tombe bien, puisque ce soir-là, nous avions un journaliste autour de la table. Qu'en pense du coup Xavier, rédacteur en chef du Soir ? On doit reconvaincre sur les fondements de notre métier. Ça passe par l'incarnation, ça passe par dire voilà qui sont les journalistes, voilà ce qu'ils font, voilà comment ils travaillent, voilà pourquoi je crois qu'on peut être fier de ce qu'on fait et de l'expliquer au maximum quand on nous le demande. Ça, c'est ce qu'on met en place. Et l'incarnation, ça va dans les deux sens. C'est aussi incarner les sujets au travers des vrais gens qui nous racontent leurs histoires et qui portent des sujets au quotidien. Sur la parole incarnée, je le disais tout à l'heure, NRB a plus de 3000 collaborateurs. Donc ce serait dommage de ne pas pouvoir aussi capitaliser sur nos collaborateurs. On a effectivement la CEO, Laurence Mathieu, qui s'exprime régulièrement dans les médias pour raconter l'entreprise. Mais on a aussi toute une série d'experts, même de responsables des ressources humaines, qui peuvent aussi, à leur sens, parler de leur expertise. Et donc on considère que pour nous, c'est plus intéressant que chacun incarne son expertise et son histoire et son day-to-day que de le faire par rapport à une équipe de communication, par exemple. Que ce soit du côté des médias ou des entreprises, la volonté est donc manifestement la même. Donner la parole aux personnes les plus légitimes pour incarner leur sujet. Mais prendre la parole n'est pas évident pour tout le monde. Pour Xavier, c'est justement là que réside une responsabilité essentielle des médias. Œuvrer à une plus grande diversité dans le débat public. C'est très confortable d'appeler des experts qui sont des beaux parleurs, dont on sait qu'ils vont nous faire des phrases dans le bon ordre en 5 minutes et qu'il n'y aura plus qu'à reprendre. On peut tomber dans la facilité, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment mal ou qui ne sont pas entraînés, qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire. Et on a une mission, nous aussi, journalistes, d'aller chercher ces gens-là. Ça va d'étudiants qui rendent un mémoire ou qui font une thèse et qui ont passé des mois et qui sont super investis sur leur sujet. Je pense que ces gens-là ont aussi des choses à raconter, même s'ils ne sont pas entraînés. C'est presque à nous de les protéger, de les encadrer, de leur montrer comment ça fonctionne et d'arriver à en sortir le maximum sur le fond et à essayer, d'en tout cas, nourrir une diversité un peu plus large au sein des experts, tout domaine confondu, qu'on peut avoir tendance à appeler trop facilement. Voilà pour l'incarnation et la légitimité de la parole. Mais n'oublions pas la première question à se poser. Faut-il communiquer à tout prix ? Pour Pierre, directeur de la communication chez NRB, la réponse est claire. Mieux vaut parler moins, mais mieux. Je crois qu'aussi dans l'aspect stratégique, c'est de pouvoir parler juste. On est aussi sur la balle et on a aussi une concurrence très forte avec les entreprises qui communiquent et surcommuniquent, etc. Mais communiquer vite et communiquer beaucoup, pour moi, c'est pas communiquer juste. Et donc, aujourd'hui, nous, chez NRB, on définit une storyline sur l'année ou sur 6 mois et on découpe la storyline sur différentes actions. Et c'est des actions qu'on va tester parce qu'il n'y a pas de recette magique. Aujourd'hui, l'idée, c'est de tester, de communiquer, de pouvoir monitorer. On a la chance aujourd'hui de pouvoir monitorer les résultats et voir ce qui correspond à notre audience. Voici un argument qui marque un tournant dans notre réflexion et nous amène à regarder de l'autre côté du miroir, celui des publics et de leurs attentes. Et là aussi, le changement de paradigme est radical, avec un renversement à 180 degrés de la logique de consommation de l'information. On passe du ce qu'on appelait le linéaire, c'est-à-dire j'allume ma radio, j'allume ma télé, je prends ce qui passe, au on-demand, c'est-à-dire en marketing, c'est le taux d'engagement le plus élevé qu'on peut demander à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il va consommer, il choisit qui va l'informer, il choisit quand, il choisit comment. Ça veut dire qu'on ne peut plus, on n'est plus dans un système pyramidal où on a un média qui disperse le savoir et l'information.
On est dans un moment où on doit séduire en permanence et se poser non-stop la question de qu'est-ce que la personne à qui on s'adresse a envie de voir, d'entendre, d'écouter. C'est vrai que de nos jours, on est face à une abondance de contenu accessible en un clic. Une offre souvent gratuite, mais on va pas se mentir, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Longtemps associée au gratuit, l'information numérique pousse aujourd'hui la presse traditionnelle à revoir son modèle, en misant davantage sur la qualité que sur la course à l'instantané. Je pense que la courbe rentrante qui est faite et la stratégie qui est aujourd'hui la nôtre, c'est de sortir de ce modèle gratuit, ça on l'a fait depuis des années, mais ce qui est plus récent, c'est aussi de sortir de l'immédiateté. On pense que si les gens nous lisent et veulent continuer à nous lire, c'est parce qu'on va leur donner de l'information qu'on a pris le temps de recouper, de vérifier, que ça demande un travail sérieux, que parfois ça prend du temps, et donc tant pis si on n'est pas les premiers, on sera ceux qui vous donneront le cachet de « on a pris le temps de le vérifier ». Désormais, le pari est donc de ralentir pour mieux informer. Prendre le temps de proposer un contenu de qualité, tout en explorant de nouveaux formats. Et s'il y a bien un format qui s'impose aujourd'hui aussi bien dans les médias que dans les entreprises, c'est le podcast. Et ça, c'est la spécialité de Caroline. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais Caroline est aussi la fondatrice du tout premier studio de podcast 100% belge. Alors on lui a demandé pourquoi ça marchait si bien auprès du public. Le podcast, c'est une technique de diffusion. C'est-à-dire, je m'abonne, je suis prévenue quand je reçois des nouveaux contenus. Ce qui plaît avec le podcast, pour moi, c'est plusieurs choses. D'abord, j'ai dit, c'est l'incarnation, c'est le jeu. Mais surtout, le podcast, c'est un médium qui prend le temps. Donc, à la différence de la radio, si je veux comparer la radio et le podcast, c'est comme comparer la série et le cinéma. Je peux diffuser une série au cinéma, je peux diffuser un film à la radio. Est-ce que c'est pensé pour? Non. Donc, c'est un endroit où on prend le temps, mais surtout, c'est un lieu éminemment digital. C'est-à-dire, moi, je dis souvent, pour résumer, on est des podstagrammeurs. On est des influenceurs. On crée des communautés autour de ces flux qu'on doit continuer à alimenter. Et donc, dans le grand marché de l'économie de l'attention, c'est un endroit où on prend le temps tout en étant toujours dans les logiques d'influence. Format plus long, contenu plus incarné, prise de recul, relation plus directe avec l'audience, le podcast illustre bien cette volonté de reprendre le temps de l'information. Mais une autre transformation plus profonde encore est déjà à l'œuvre. L'intelligence artificielle s'invite désormais dans les processus de création et de diffusion, soulevant autant de promesses que de questions. Si on accepte d'entrer dans cette ère-là, de l'à peu près vrai, ou de c'est pas grave si c'est pas vérifié, si c'est pas sourcé, je pense sincèrement qu'on va dans un mur, on étant la démocratie, étant la force, notre force à nous, et donc garder ce sens critique sur d'où viennent les contenus qu'on me donne, quelle est la source qu'il y a derrière, est-ce que j'y ai accès, est-ce que derrière, parce qu'il faut quand même aussi se rendre compte que ces intelligences artificielles sont d'une puissance folle et que les marionnettistes, pour reprendre une expression que j'ai déjà entendue, qui les ont codés et programmés, pourraient très bien avoir envie de vous retourner le cerveau, si ce n'est pas déjà en partie ce qui est en train d'être fait. Je vais prendre la métaphore de l'enceinte connectée. Alexa, vous pouvez lui demander « Alexa, je voudrais écouter des podcasts pour enfants ». Elle va vous sortir des podcasts pour enfants. Vous êtes d'accord que ça ne va pas être comme sur Google où j'ai 10 pages. Donc, l'IA, Alexa, va m'en sortir quoi? 4, 5? Comment est-ce que ces contenus ont été choisis? Par qui? Pourquoi? J'ai une curation de ce que je vois. On ne sait pas comment elle est faite, on ne sait pas par quoi elle est faite. Et c'est ça le vrai problème de la communication de ce qui arrive, c'est la découvrabilité. Xavier et Caroline viennent de décrire 2 risques majeurs régulièrement attribués à l'IA. Le premier tient à la difficulté croissante de distinguer ce qui relève de faits avérés de contenus entièrement générés. Le second interroge le manque de transparence des algorithmes et les choix qu'ils opèrent en arrière-plan. Pour ce qui est de lutter contre les fausses infos, communément appelées désinformation, Xavier croit au rôle crucial que peuvent jouer les journalistes. On est inondé de ces messages, tous, et c'est la vitesse à laquelle ces messages peuvent être aujourd'hui propagés, amplifiés par les réseaux sociaux, la vitesse à laquelle ces messages peuvent aujourd'hui être auto-générés par des intelligences artificielles, avec une armée de faux profils qui les diffusent, c'est totalement effarant. Et donc, dans ce monde-là, ma conviction personnelle, mais c'est sans doute pour ça que je fais ce métier et que je suis toujours en poste, c'est que je crois que plus que jamais, les journalistes ont un rôle, c'est-à-dire que contrairement à des robots, des amplifications par réseau ou des personnes intéressées de diffuser une information qui est contraire aux faits, nous, notre vocation, c'est le contraire. C'est à un moment de s'arrêter et de se dire, essayons de comprendre quels sont les faits,
de poser toutes les questions pour les avoir, et une fois qu'on les a compris, de les partager à nos lecteurs. C'est assez simple, en fait, le fondement du journalisme, c'est de s'arrêter sur les faits. On essaie juste de savoir ce qui s'est passé. Et on demande à un maximum de monde ce qui s'est passé. Quand on en a au moins 2, idéalement 3 différents qui nous disent la même chose, eh bien, on se permet de publier les faits et de les écrire. Face à la désinformation, le rôle du journaliste reste donc central. Établir des faits, vérifier, recouper. Car si l'intelligence artificielle peut produire des erreurs, la désinformation repose avant tout sur des usages malveillants, lorsque certains s'en servent pour fabriquer et diffuser de fausses informations. Et ça, c'est une réalité qui ne fait que renforcer l'importance du travail journalistique, fondé sur le terrain et la collecte d'informations primaires. Un exercice que l'IA, par définition, peine encore à reproduire. Le journaliste, son job, il est maintenant de retourner sur le terrain, parce qu'il y a une chose qu'on oublie avec l'IA, c'est que tant que l'information n'est pas de la data qui a été ingérée par Internet, aucune IA ne sait en faire quoi que ce soit. Donc tant qu'il n'y a pas un journaliste qui a été sur le terrain, qui a fait le taf, qui a pris l'information et qui l'a transformée en data, qui l'a publiée sur le web, les bots, les fausses informations, les fake news, tout ce que vous voulez, personne ne peut s'en emparer. Ce qui me rassure profondément, c'est que ça va nous permettre de nous recentrer sur, je crois, l'ADN du métier, ce qui a toujours fait la force du journaliste. Et si on est là pour chercher de l'info, avant tout, auprès des gens, sur le terrain, pour aller à la rencontre des gens et pour vérifier cette info, moi, je pense que notre mission, elle est assurée. Il faudra juste convaincre, et le juste n'est pas la chose la plus simple, que cette mission-là a toujours du sens. Là-dessus, on a un gros enjeu, parce que je crains malheureusement que dans la société actuelle, il y ait beaucoup de gens qui ne fassent pas vraiment la distinction entre des contenus qui soient produits par n'importe qui, sans beaucoup de principes déontologiques ou de règles journalistiques de base, versus ce qu'on essaye de s'appliquer au quotidien, en étant imparfait, en commettant parfois des erreurs, mais en ayant le mérite de les reconnaître, de les expliquer, et même de s'excuser quand on se plante. Bon, comme on dit dans ces cas-là, l'erreur est humaine. Avant de refermer cet épisode, on s'en voudrait de ne pas mentionner un second gros enjeu pour la presse écrite soulevé par Xavier. Si le modèle reste encore rentable, c'est largement grâce aux recettes publicitaires. Mais de ce côté-là aussi, ça se complique. Le basculement vers le numérique, la concurrence des géants du web et l'IA qui s'appuie sur les contenus sans les rémunérer font peser une menace sérieuse sur l'avenir du secteur. La pub digitale s'écroule, les résultats sont extrêmement mauvais chez nous, mais dans tous les médias aujourd'hui, parce que les GAFAM ont cassé les prix et qu'on en paye le prix, nous aussi. Les gens ne viennent plus faire de la pub digitale directement sur le site du soir, ils sont passés par d'autres canaux, ce qui rend la situation assez complexe. Dans notre optique, notre survie, pour prendre un mot peut-être un peu fort, mais je pense sincèrement que c'est le mot à utiliser, passe par le fait de convaincre les gens de venir sur notre plateforme à nous, c'est-à-dire notre app demain, le soir, qui sera notre produit phare. On essaye au maximum de bloquer l'accès à ChatGPT et à d'autres IA pour ne pas se nourrir et apprendre sur nos contenus. Non pas qu'on est trop beau ou qu'on veut se la ramener, mais juste, c'est une forme de pillage. Il y a plein de questions qui se posent sur les droits d'auteur. Mais si demain, vous sondez une intelligence artificielle qui peut vous repomper et vous expliquer ce que dit le soir, sans que nous, à nouveau, on ait une rémunération ou qu'on soit payé pour les articles qu'on ait mis à disposition, on est totalement foutu. Comme vient de le dire Xavier, plein de questions se posent en termes de droits d'auteur face à cette forme de pillage qu'exercent les modèles d'IA pour être entraînés. Mais bon, ça, c'est une autre histoire qui fera certainement l'objet d'un futur épisode. Là, il est temps de passer au petit quiz tant attendu. Vous êtes prêts ? Première question. Durant cet épisode, on a évoqué le podcast comme format à succès pour diffuser de l'information. Mais savez-vous quel est le podcast le plus écouté en Belgique francophone ? Est-ce réponse A, le brief de l'Écho ? Réponse B, les clés de la RTBF ? Réponse C, éco-numérique du Digital Lab ? Réponse B. Sur base des derniers chiffres officiels, c'est le programme Les Clés qui arrive en tête avec près de 210 000 écoutes mensuelles. On aurait adoré pouvoir figurer dans le palmarès, mais on a encore pas mal de chemin à faire. Et puis, il faut bien laisser un peu de suspense pour le prochain classement. Deuxième question. Combien de lecteurs quotidiens comptabilise Le Soir ? Réponse A. 200 000. Réponse B. 400 000. Réponse C. 800 000. Réponse C. Si Le Soir peut compter sur près de 200 000 abonnés, ce sont bien 800 000 personnes qui chaque jour lisent les contenus qu'il publie, un chiffre en constante progression ces dernières années. Troisième question. Le rapport European Media Industry Outlook 2025 de la Commission européenne indique qu'une majorité d'Européens ne payent pas pour s'informer. Mais quelle proportion de la population représente-t-il ? Réponse A, 56%. Réponse B, 66%. Réponse C, 76%. Réponse B.
Le rapport souligne que si la confiance reste majoritairement acquise aux médias traditionnels, notamment publics, la faiblesse de la propension à payer met en péril le pluralisme au sein des médias d'information européens. Avant de refermer cet épisode, on prend quelques instants pour relever les points les plus importants. Aujourd'hui, chacun peut prendre la parole. Les outils sont accessibles, les canaux multiples. Du côté des entreprises, cette liberté suppose des choix, des arbitrages pour garantir une cohérence d'ensemble. Incarner l'information, donner un visage et une voix crédibles au message apparaît alors comme un levier essentiel pour toucher sa cible et créer de la confiance, dans les entreprises comme dans les médias. Communiquer plus vite et plus souvent n'est pas toujours la bonne réponse. La qualité, la pertinence et l'attention portée aux attentes du public priment sur la seule immédiateté. Des formats comme le podcast s'inscrivent pleinement dans cette logique. Enfin, à l'heure de la désinformation et des usages parfois abusifs de l'intelligence artificielle, le rôle du journaliste reste central. Aller sur le terrain, établir les faits, vérifier, recouper. Autant de fondamentaux qui rappellent que derrière les technologies, l'information reste avant tout une affaire humaine. Si vous aimez notre podcast et voulez en savoir plus ou participer à nos prochaines soirées débats en direct, allez faire un tour sur notre site www.digitallab.be. Vous écoutiez Éco Numérique, le podcast du Digital Lab qui explore les enjeux numériques avec des experts pour vous aider à mieux comprendre la transformation digitale. Une initiative soutenue par la Wallonie dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia.